À Paris, 10 000 chômeurs sont occupés à des ateliers de charité. Vous savez ce que c'est que des chômeurs? Des chômeurs, ce sont d'anciens artisans qui ont perdu leur protection, la protection qu'étaient les corporations. 10 000 chômeurs sont occupés en ateliers de charité et le prix du pain flambe. Alors, vous avez des gens qui sont au chômage et qu'on occupe pour quelques sous, et d'un autre côté, le prix du pain flambe. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer? La libéralisation du prix du blé, du prix du pain se double d'un hiver atroce. Alors là, vraiment, le ciel était contre les Français. Les ouvriers, l'hiver a été absolument abominable. Donc, il y a de toute façon moins de blé, et de toute façon, il est à prix d'or. Et c'est l'époque où on se prépare aux États généraux, c'est-à-dire des élections ont lieu dans les quartiers pour élire des représentants aux États généraux. Eh bien, à Paris, les ouvriers parisiens ne seront pas représentés au tiers-État. Ils ne seront pas représentés. Les autorités locales, en général les marchands, les bourgeois, se sont arrangés pour que les ouvriers ne soient pas représentés. Les ouvriers sont totalement abandonnés du pouvoir. Les gardes françaises sont une unité armée de soldats recrutés dans le peuple. Ils se pavanent au Palais Royal, le domicile de Philippe d'Orléans. Qui est Philippe d'Orléans? Cousin du roi, petit-fils du régent, arrière, ou je ne sais pas combien, je ne sais pas compter les arrières comme ça, petit-fils de Louis XIV, donc cousin du roi. Et il est grand maître de la franc-maçonnerie. Et au Palais Royal, qui est son domicile, qui est un palais en plein cœur de Paris, avec un grand jardin autour. Au Palais Royal, il réunit ses partisans. Et ces partisans, on les appelle les patriotes. Les autres, ce n'est pas des patriotes. Les patriotes, ce sont les partisans du grand maître de la franc-maçonnerie, Philippe d'Orléans. Et les gardes françaises, qui sont, je vous dis, recrutées dans le peuple et très populaires, organisent une émeute pour aller libérer un des leurs qui a été mis en prison de façon abusive. Alors, d'après ce que je sais, c'était vraiment abusif. L'arrestation de cette garde française était vraiment abusive. Mais de là à, en tant que force armée, prendre la prison d'assaut, libérer le gars et aller se pavaner au Palais Royal, on peut dire que la sédition a gagné absolument partout. Le roi ne peut plus faire confiance aux gardes françaises. Le roi a compris. Le roi est à Versailles. Il a compris que les gardes françaises ne sont plus une force sur laquelle il peut compter pour ramener l'ordre, puisque les gardes françaises sont avec Philippe d'Orléans. Donc le roi va faire appel à ces régiments étrangers. C'est pas nouveau. Il y avait le royal croate. Il y avait le royal allemand, il y en avait d'autres. Et le roi fait appel à ces régiments, comme il a toujours fait, comme les rois ont toujours fait. Philippe d'Orléans, qu'est-ce qu'il fait? Il prépare un coup d'État pour renverser le roi et prendre sa place. Tout simplement. Que fait Philippe d'Orléans? Que fait le petit-fils du régent? Il organise chez lui, il est très riche, c'est une des plus grandes fortunes de France. Il est, alors le domaine d'Orléans, c'est gigantesque, hein, c'est toute la Beauce. Enfin bon, en plus de ça, lui est très très intéressé au prix du blé le plus cher possible. Il réunit le 9 juillet dans son domicile parisien 100 députés du tiers-État qui sont francs-maçons comme lui. Il fait, dans sa maison des Mousseaux, les Mousseaux c'est devenu Monceau à Paris, il fait une réunion de 100 députés du tiers-État, dont un certain Sieyès, qu'on retrouvera, Mirabeau, qu'on retrouvera, Necker, oui, le ministre fait partie du complot, Bailly, futur maire de Paris, Lafayette, etc., etc. Et il fait jurer à ces 100 personnes, sous la direction de Sieyès, je crois que c'est Sieyès qui a fait le... Oh non, je dis peut-être une bêtise, enfin l'un de ceux-là. Ils jurent tous de donner la régence du royaume à Philippe d'Orléans. Mais c'est une tentative de coup d'État, ça. On veut renverser le roi et le remplacer par son cousin. Donc on prépare le coup d'État. On est le 9 juillet. On est jeudi 9. On nomme à cette réunion les ennemis personnels du duc d'Orléans dont il faudra se débarrasser. Il y a le prévôt des marchands. Le prévôt des marchands, c'est l'équivalent à Paris du maire. Il s'appelle Flessel. Il y a l'intendant de Paris, Berthier de Sauvigny, un opposant de la première heure à la libéralisation du marché du grain, et Foulon, son gendre, et Durocher, le prévôt de la maréchaussée. On nomme ces gens-là comme ennemis personnels du régent. Retenez les noms, vous comprendrez ce qui va suivre. Et on prépare la formation d'une garde bourgeoise et on prépare quelques incendies dans la ville. C'est vraiment la préparation d'un coup d'État. L'émeute est prévue pour le lundi 13, mais ça ne va pas se passer tout à fait comme ils veulent. Alors ils distribuent
à des hommes de main une liste de proscriptions. On distribue à des gens qu'on paye, qu'on arme et qu'on paye, une liste de gens qu'il faudra éliminer le moment venu. Et on appelle le peuple à prendre les armes contre ses ennemis. Le duc d'Orléans a les moyens d'envoyer au galop à travers tout Paris des gens pour dire aux gens il se passe des choses très graves, armez-vous, armez-vous. Et si vous voulez des armes, on vous en fournit. On fait entrer à Paris des brigands retenus aux barrières. Alors, les barrières, c'était, si vous voulez, les espèces de frontières de Paris. Hein. On entrait à Paris par des barrières. Et quand vous étiez un individu patibulaire que vous ne pouviez pas justifier de là où vous alliez loger, on vous retenait aux barrières. On ne laissait pas entrer dans Paris des gens en qui on ne pouvait pas faire confiance. Eh bien, on va les chercher. On va chercher tous les brigands retenus aux barrières et on leur donne quoi? Des armes. Et on distribue. Alors, ces brigands retenus aux barrières, on les fait attaquer des patrouilles du guet. Le guet, c'est la garde des Parisiens. Donc, des patrouilles du guet sillonnent Paris. On lâche les brigands sur les patrouilles du guet, qui les désarment. Ils leur cassent la figure, ils leur prennent leurs armes. Donc, on augmente les armes qu'on a, et puis on diminue la protection des Parisiens en cassant la figure aux gens qui sont là pour les protéger. Et on distribue des billets. Alors, il paraît que les gens qui ont écrit le livre dont je vous parle, en l'occurrence là, Hubert Lamarle, racontent qu'on a retrouvé des billets écrits et distribués à des gens pour leur dire de rejoindre le Palais Royal où on leur donnera de l'argent. Je vous rappelle qu'il y a 10 000 chômeurs à Paris. 10 000 chômeurs, vous voulez gagner de l'argent, venez nous rejoindre au Palais Royal, on vous donnera des sous et des armes. À Versailles, le roi a été informé, parce qu'on ne réunit pas 100 députés à Paris sans qu'il y ait des espions au milieu. Vous savez, alors des espions ou simplement des domestiques. Hein. Domestiques qui servent la soupe, ils sont capables de répéter. C'est toujours par les domestiques que ça se passe d'ailleurs. Hein. J'ai des tas d'anecdotes là-dessus. Enfin, je ne dis pas que c'est toujours, mais enfin c'est souvent. Et le roi a compris que son ministre, Necker, est du complot. C'est-à-dire que la personne à qui il a confié de redresser les finances de la France est en train de préparer son renversement. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il le renvoie. On renvoie Necker, on ne va pas garder un ministre séditieux. Les conjurés du Palais Royal impriment et diffusent partout que le roi va dissoudre l'Assemblée nationale. Alors, l'Assemblée nationale, c'est quoi? C'est les États généraux qui se sont réunis à Versailles, se sont autoproclamés Assemblée nationale, ce qu'ils n'avaient pas le droit de faire. Les États généraux, ce sont les délégués des différentes seigneuries qui doivent présenter les doléances du peuple et régler le problème fiscal de la répartition de l'impôt. Ils se sont autoproclamés Assemblée nationale et ils ont autoproclamé Assemblée constituante. Donc, ce que racontent les conjurés du Palais Royal, c'est le roi va dissoudre l'Assemblée nationale et arrêter tous ses membres. Ils inventent. Mais ça ne mange pas de pain, il n'y a pas le téléphone pour vérifier. Vous voyez ce que je veux dire? Paris et Versailles, je crois que c'est 12 ou 15 kilomètres. 15 km. Bon, l'information ne va pas aller assez vite pour qu'on sache si c'est vrai ou pas. Et ils racontent et ils impriment que le roi fera tirer au canon sur Paris si Paris bouge et qu'il fera sabrer les femmes et les enfants dans la ville, etc. Donc, c'est-à-dire que ces gens inventent que le roi s'apprête à venir mettre Paris en coupe réglée. Ils l'inventent, ils l'impriment et ils le distribuent dans les rues. Dimanche 12 au matin, les fausses nouvelles arrivent disant qu'à Versailles, on égorge des députés. Vous avez déjà entendu qu'on a égorgé les députés à Versailles? On invente. On invente la veille que le roi va et on invente le lendemain que le roi a. Il a quoi? Commencé à égorger les députés et que la troupe se dirige vers Paris qui va être mis à feu et à sang. La foule se dirige vers le Palais Royal, lieu de toutes les nouvelles. Il y a tous les jours au Palais Royal, à heure fixe, un petit canon tac, qui donne l'heure. Et le petit canon, tac, au moment où il se déclenche, la foule dit « ça y est, ça a commencé » et elle s'ébranle. Et la foule s'ébranle à midi pour aller incendier les barrières. L'insurrection a commencé. Les conjurés, enfin, ce n'est pas les conjurés, c'est tous les hommes de main, vont voir le fameux régiment du Royal allemand en leur disant « vous venez avec nous ?» Royal allemand, fidèle au roi de France, lui. Au Palais Royal, Camille Desmoulins, jeune journaliste, bel homme, sympa, jeune, une espèce de figure de la Révolution que tout le monde est censé trouver sympathique. C'était vraiment, enfin bref. Il harangue la foule, il monte sur une table et il harangue la foule en disant « Necker, adoré de tous, vient d'être renvoyé. » Alors, Necker, adoré de tous qui?
de tous quoi? C'est vrai que Necker a été renvoyé. Necker était adoré de qui? Alors je vais vous dire, Necker était adoré d'un certain nombre de gens, c'était les rentiers. Alors comment a fait Necker pour ruiner le roi de France? Necker a prêté au roi des sommes colossales, le roi a remboursé sous forme de rente à vie gagée sur des enfants de 3 à 5 ans. Des rentes à vie gagées sur des têtes d'enfants. Le roi est ruiné pour 100 ans. D'ailleurs, la dette n'a été soldée, je crois, que 100 ans plus tard. Le roi a été ruiné par Necker, mais Necker a enrichi les rentiers. Tous les gens qui avaient des rentes sur le roi disent, mais enfin, si le roi renvoie Necker, qui va payer nos rentes? La révolution, c'est quoi? Faire payer les rentes. C'est une révolution de rentiers. C'est les rentiers qui veulent que Necker reste en place. Donc, Camille Desmoulins raconte que Necker est aimé de tous, alors que je vous dis de qui il est aimé, et les régiments royaux allemands et les régiments étrangers vont venir nous égorger. Peuple de Paris, défendez-vous aux armes, aux armes. Et il est debout sur sa chaise, là. C'est pas sur sa chaise, sur une petite table au Palais Royal. On peut, si vous allez à Paris, aller au Palais Royal, on retrouve tous les lieux. Et il y a eu des échauffourées dans Paris, et on ramène 2 blessés triomphalement au Palais Royal. Voilà, la révolution a commencé, on est prêt pour le lendemain, et le lendemain, c'est le 13. Le 13, on est prêt pour le 13. À l'Hôtel de Ville, une réunion d'électeurs proches du duc d'Orléans décide la création d'une milice bourgeoise de 70 000 hommes, dont 12 000 seront recrutés immédiatement. C'est ça le coup d'État. Il n'y a pas d'autorité du duc d'Orléans sur la municipalité de Paris pour recruter une force bourgeoise armée. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un coup d'État. C'est un coup d'État. On va chercher un brasseur qui s'appelle Santerre. Il dirigera la milice du Faubourg Saint-Antoine. Et le brasseur Santerre, on le retrouvera pendant toute la Révolution, il commence par bourrer ses troupes de bière gratuite et ensuite il les emmène à la bataille. Desmoulins recrute de son côté et distribue la cocarde aux couleurs du duc. Vous savez ce que c'était les couleurs du duc d'Orléans? C'était bleu, blanc, rouge. Et il distribue des cocardes aux couleurs du duc. Un homme de main du duc va dévaster tout l'entrepôt de grains de Saint-Lazare. Toutes les abbayes, tous les lieux religieux avaient des entrepôts de grains. La dîme que les gens payaient à l'église était payée le plus souvent sous forme de grains qui servaient de réserve. On avait besoin de réserve en cas de famine, en cas d'accident climatique, en cas de nécessité. Eh bien, ces gens envoient des hommes de main dévaster tout le blé de Saint-Lazare. On décide d'une nouvelle municipalité. Tous les nouveaux de la nouvelle municipalité sont des affidés du duc, sauf Jacques de Flesselles, le prévôt des marchands, qui faisait partie de la liste de proscription dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui dit « La garde bourgeoise est illégale. » Taisez-vous, monsieur. On a compris. Vous n'êtes pas avec nous. Vous êtes donc contre nous. À la tombée de la nuit, on est prêt. Ce n'était pas aujourd'hui, ce sera demain. Demain, on sera le 14. Le 14 juillet au matin. On vient annoncer à l'hôtel de ville que 15 000 habitants du Faubourg Saint-Antoine arrivent pour s'emparer de l'hôtel de ville. C'est pas vrai. C'est une fausse nouvelle. Jacques Flesselles dit « Ça, c'est certainement, vous savez, on dit un fake aujourd'hui. » Jacques Flesselles dit « C'est pas vrai. Je veux des preuves. » Il a raison. 3 fois, on réitère le mensonge. 15 000 émeutiers arrivent et veulent s'emparer de l'hôtel de ville. Flesselles dit « Je ne vous crois pas. » Et c'est Flesselles qui a raison. À la troisième mensonge, le comité municipal qui vient de se constituer contre le maire fait sonner l'alarme, dépaver les rues et former les barricades. Il fait lever des volontaires pour résister à l'ennemi qui dévaste le faubourg au cri de « À la Bastille !» À la Bastille, il y a des armes. Une bande part aux Invalides réquisitionner des armes. L'Invalide, c'est le grand hôtel des Invalides dans lequel il y avait des armes. Des Invalides ont été corrompus depuis 10 jours à prix d'argent. Ça fait 10 jours que le duc d'Orléans envoie des gens soudoyer les Invalides pour que, le moment venu, ils ouvrent les portes. On ouvre les portes aux envahisseurs qui trouvent 28 000 fusils et des canons dont ils s'emparent. Les émeutiers sont donc armés. Il leur manque quoi? Les munitions qui sont à la Bastille.
Camille Desmoulins se rend à la Bastille avec des volontaires. La Bastille est tenue par des invalides et 32 Suisses fidèles. Les Suisses ont été absolument fidèles à leur parole donnée et à la parole qu'ils avaient donnée au roi de France et à la France par conséquent. Et bien sûr, ils vont refuser de céder aux séditieux. 1000 hommes viennent réclamer des armes au gouverneur, le gouverneur Delaunay. Arrivent des gardes françaises, des ouvriers, des bourgeois, des prêtres. La foule se rue à la Bastille. 2 émissaires du duc d'Orléans viennent sommer les gouverneurs de se rendre. Et le gouverneur ne prend pas ses ordres du duc d'Orléans. La foule arbore un drapeau de la ville et entoure les soi-disant députés de la commune. C'est quoi les députés de la commune? La commune de Paris, je vous ai dit, c'est la nouvelle municipalité de Paris. Nous sommes les nouveaux députés de la commune. Attendez, qui les a élus? Ce sont des autoproclamés. C'est un coup de force. C'est un coup de force. À l'hôtel de ville, on accuse Flessel d'avoir caché l'existence des armes aux invalides. Alors, on lui met un coup de pistolet dans la tête. Et on en a fini avec cet opposant. De toute façon, il était sur la liste de proscription. Le roi venait de le convoquer à Versailles pour se concerter avec lui sur les problèmes de subsistance. Le roi avait compris, mais c'était trop tard. Il ne reste plus à Paris que le parti d'Orléans pour négocier avec le roi. Paris est perdu pour la royauté. Paris est tombé sous la coupe des séditieux. À la Bastille, la fusillade commence à 10 h du matin. Elle va s'éterniser. Elle va durer jusqu'à 17 h. Mais on tire sur des murs épais et il ne se passe rien. Vous pouvez tirer tout ce que vous voulez sur les murs de la Bastille. Ça fait juste des petits éclats dans les grosses pierres et il ne se passe rien. Sauf qu'un coup atteint par hasard un invalide. Le gouverneur, à qui on demande de faire retirer les canons qui sont en haut des embrasures, il accepte de reculer les canons. On lui fait jurer de ne pas tirer. Alors il jure. Monsieur Delaunay jure. Il invite à déjeuner une première députation et permet à envoyer de l'hôtel de ville de visiter toute la forteresse. On ouvre les portes, on dit vous êtes de l'hôtel de ville, venez voir, venez. Le gouverneur Delaunay ne cessera pas d'essayer de calmer les séditieux et de leur donner satisfaction tout en conservant l'autorité sur la forteresse dont il a la responsabilité. Il subit plusieurs décharges sans riposter. Et il laisse emporter le premier pont sans brûler une amorce. Il y a 2 ponts pour entrer à la Bastille, des ponts-levis, hein, c'est une forteresse. Et quand il tire enfin, c'est pour défendre le second pont et après avoir prévenu les assaillants qu'il allait faire feu. C'est-à-dire que le seul coup de feu que la Bastille a envoyé, c'est à la fin de la journée, après toutes ces attaques et après le forçage du 2e pont. Les témoins sont là pour dire « La Bastille n'a pas été prise de vive force, dira l'un des combattants. Elle s'est rendue avant même d'avoir été attaquée par capitulation sur la promesse qu'il ne serait fait de mal à personne. » La garnison était troublée à la vue d'une foule immense. Les gens venaient à la Bastille, il se passe des trucs à la Bastille, il y avait des femmes élégantes, des belles voitures, on regardait ce qui se passait. 800 ou 900 hommes seulement attaquaient la plupart des ouvriers ou des boutiquiers du faubourg, tailleurs, charrons, merciers, marchands de vin, mêlés à des gardes françaises. La Bastille a baissé le pont-levis et a introduit l'ennemi sur la promesse qu'il ne serait fait de mal à personne. Ça a été un massacre. À peine entrés, ils ont commencé par tout briser et les derniers venus fusillaient les premiers au hasard. Chacun tirait sans faire attention ni où ni sur qui les coups portaient. Ça a été une boucherie, une boucherie. La foule a épargné les Suisses qui avaient tiré sur elle et s'est acharnée sur les invalides qui lui avaient ouvert la porte. Une foule en furie, dans la violence déchaînée, ne sait plus ce qu'elle fait. Il y aura en tout une centaine de morts. On a entraîné les officiers, on en tue 5 avec 3 soldats, en route ou sur place, et on fait sortir le gouverneur Launay, qui reçoit un coup d'épée sur l'épaule, et on le tire vers la rue Saint-Antoine. La rue Saint-Antoine est la rue qui relie la Bastille à l'hôtel de ville. La foule le bat, le martyrise, lui arrache les cheveux, le pince, le mord. On l'insulte. Arrivé à l'hôtel de ville, il est déjà presque mourant, il supplie qu'on l'achève. Et on continue de le battre et de l'humilier. On lui envoie des coups de pied et brusquement, il comprend comment il faut faire. Il se redresse, il se rue sur un de ses gardes qui le perce d'un coup de baïonnette. À ce moment-là, on le traîne dans le ruisseau, on continue de frapper son cadavre en criant « C'est un galeux, un monstre qui nous a trahis. La nation demande sa tête pour la montrer au public. » C'est qui la nation? C'est qui la nation? Ces gens-là vont maintenant parler au nom de la nation.
Un garçon boucher sort de la foule et il s'exécute. Il coupe la tête de Delaunay, il la met sur une fourche à 3 branches et on arrive à l'hôtel de ville dans cet équipage où on trouve Flessel qui est mort depuis quelque temps. On lui coupe la tête et on la met à côté. On va exhiber au Palais Royal les têtes et puis au pied de la statue d'Henri IV, la statue d'Henri IV est sur la scène, où on lui fait en riant, où on lui dit en riant, en l'inclinant 3 fois, « Salut ton maître, salut ton maître, salut ton maître ». Paris est entre les mains des séditieux, le roi a perdu la ville dans le mensonge et la violence la plus abjecte.